Bonjour et bienvenue, chers participants, au webinaire Coloplast. C'est une joie de vous accueillir aujourd'hui et toute l'équipe va vous accompagner durant cette heure qui vient. Donc, dans la structure du webinaire, je vais vous donner quelques conseils pour profiter au mieux de ces instants ensemble. Et nous aurons ensuite deux parties, celle de l'intervention d'Axel Alétru, une personne paraplégique qui utilise justement des produits d'autosondage, puisque c'est la thématique du webinaire, et une partie quiz pour répondre bien sûr à certaines interrogations. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aurez le chat où vous pourrez poser vos questions, et en attendant, je vais passer sur les conseils vraiment pour passer un bon moment ensemble. Donc vraiment essayez tant que faire se peut d'aller sur le bon navigateur, vous l'avez précisé sur la diapositive Chrome et Firefox. Les écouteurs sont quand même mieux puisque ça vous évite les bruits ambiants. Fermez toutes les applications que vous pouvez avoir ouvertes sur votre ordinateur. Si jamais il y a un blocage, n'hésitez pas à rafraîchir la page. En général, c'est la touche F5. Et vous pouvez aussi vous connecter sur d'autres supports. Voilà, quelques mots sur les laboratoires Coloplast. Coloplast est un laboratoire engagé depuis 1957 auprès des utilisateurs. Notre devise, c'est faciliter la vie des personnes qui souffrent d'altérations physiques intimes. Donc bien sûr, là, aujourd'hui, la thématique est sur l'autosondage, mais nous intervenons bien sûr sur d'autres gammes de produits aussi. Coloplast est présent dans 41 pays. Donc vous voyez que c'est assez énorme et on couvre quand même énormément de marchés pour répondre aux besoins des utilisateurs. 12 000 employés, un peu plus de 12 000 employés, 8 sites de production, dont un en France, et une distribution présente dans 139 pays. Alors, bien sûr, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vrai que Coloplast a été une force d'innovation très importante au cours de ces 20 dernières années dans la gamme de l'autosondage. Et c'est vrai que, comme on écrit, nous n'avons pas inventé les sondes, mais c'est vrai que nous les réinventons chaque jour. Voilà, une préoccupation également maintenant de plus en plus des personnes qui nous ont fait confiance, c'est notre engagement sur l'environnement. Et donc on essaie de le réduire vraiment chaque année en prenant bien sûr compte de l'émanation du CO2 produite par les usines. Nous essayons de recycler de plus en plus de déchets produits, donc vous voyez un tiers, c'est et chaque année en augmentation, et 100% de l'énergie qui alimente nos usines proviennent de sources renouvelables. Donc c'est quelque chose sur lequel on est très à cheval et très impliqué. Voilà, donc la première partie va être une intervention d'Axel Alétru, comme vous pouvez voir sur le diaporama, c'est sa présentation, et je vais donc lui laisser la main. Axel, tu peux y aller. Merci Franck. Alors, bonjour à tous. Alors, en tout cas, très heureux de pouvoir partager aujourd'hui mon expérience, mon parcours avec vous sur ce webinaire. Alors, moi, c'est Axel Alétru, j'ai 30 ans, et aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire, mon parcours, à travers transmettre des messages forts de motivation, dépassement de soi, parler de résilience et comment, malgré mon handicap, j'ai réussi à retrouver une vie la plus valide possible. Alors, pour bien comprendre les bases et pour que vous puissiez bien comprendre mon histoire, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours aimé le sport et j'ai commencé par le BMX où j'ai été 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. Et ensuite, j'avais un rêve qui était de faire du motocross. Mais mon père ne voulait pas que je fasse de la moto tant que je n'avais pas gagné dans le vélo. Donc là, pas de chance pour lui. J'ai réussi à devenir champion d'Europe et champion du monde. Donc il a tenu parole. Il m'a acheté une motocross pour que je puisse participer au championnat de France, au championnat d'Europe. J'ai gravi les échelons assez vite pour devenir pilote professionnel. J'ai intégré une équipe KTM pour participer au championnat du monde de motocross. Malheureusement, le 27 juin 2010, j'ai eu un accident où je suis tombé sur le championnat du monde de motocross en Lettonie.
j'ai chuté, j'ai réceptionné sur les fesses et j'ai eu ce qu'on appelle une onde de choc dans la colonne vertébrale. J'ai, sur le coup, perdu l'usage de mes jambes. J'ai été rapatrié en France, j'ai rencontré les médecins au CHR, on m'a opéré, on m'a dit que ma colonne vertébrale était vraiment très, très endommagée. Au bout de quelques semaines, je suis transféré au centre de rééducation pour essayer de récupérer une première autonomie, essayer de réapprendre à essayer de trouver des solutions par rapport à mes muscles pour essayer de me remettre potentiellement debout. Dès mon arrivée, je rencontre ma future kiné, qui se prénomme Gaëlle. Gaëlle me visitait les infrastructures, un petit peu le fonctionnement, elle m'établit un petit peu le programme. Et on commence par un exercice qui est tout simple, qui est de se transférer du fauteuil roulant à la table de kiné. Alors un exercice qui peut paraître simple pour les personnes valides, mais qui peut être très compliqué pour une personne paraplégique et privée de ses abdominaux. Elle m'explique un petit peu la technique. Et au bout d'une quinzaine de fois, j'arrive enfin à me transférer sur la table de kiné pour enchaîner sur un second exercice. Donc là, Gaëlle me dit, écoute, Axel, tu vas t'asseoir sur la table de kiné contre le dossier. Elle me dit, maintenant, je vais abaisser le dossier, l'abaisser le dossier. Et là, elle me dit, écoute, tu vas venir décoller les mains des cuisses pour venir croiser les bras. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais pourquoi Gaëlle veut me faire travailler assis alors que moi, je veux remarcher? Moi, je vais être le plus vite de vous possible. Et donc là, je ne dis rien, je me dis qu'il a plus d'expérience que moi. Et je décolle les mains des cuisses, et là, paf, je tombe littéralement en arrière. Moi, qui étais auparavant un sportif de haut niveau, un mois auparavant, j'avais la culture du sport, un athlète de haut niveau avec des hautes performances. Du jour au lendemain, je me retrouve sur une table de kiné sans pouvoir tenir assis en équilibre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis vraiment pris un coup de massue derrière la tête et je me suis dit que le parcours allait être vraiment très, très, très long. Au bout de un mois à peu près, j'ai eu la chance de pouvoir descendre en balnéothérapie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la balnéothérapie en rééducation, c'est une piscine qui nous permet de pouvoir travailler les exercices qu'on ne peut pas faire sur la terre ferme en kiné, sur une table de kiné, mais avec l'aide de la pesanteur de l'eau. Avec elle, très vite, j'arrive à me mettre debout entre les barres parallèles dans l'eau. Alors, bien évidemment, avec beaucoup de force sur les bras, avec aussi de l'eau jusqu'à l'épaule, mais au fur et à mesure des séances, j'arrive même à tenir avec de l'eau jusqu'au début de la poitrine, ensuite à peu près jusqu'au début des hanches. Au bout d'un certain temps, Gaëlle me dit, écoute Axel, cette fois, j'ai envie de te mettre debout, mais non plus entre les barres parallèles dans l'eau, mais sur la terre ferme. Je dis, mais attends, Gaëlle, je dis, mais attends, est-ce que tu as conscience que j'ai perdu 80% de mes muscles? Et là, tu veux me mettre debout entre les barres parallèles sur la terre ferme. Elle dit, oui, je veux essayer. Je veux essayer, mais pour ça, on va essayer de réfléchir à développer une attelle qui pourrait te permettre de pallier à tes muscles qui sont paralysés. Et donc, pour ça, je contacte ce qu'on appelle un orthoprothésiste. Alors, vous devez sûrement connaître. Un orthoprothésiste, c'est quelqu'un qui vous confectionne des attelles, des corsets, qui vous met des prothèses, toutes ces choses qui vous permettent de pouvoir pallier à des muscles qui ne fonctionnent plus. Je contacte le père d'un ami d'enfance qui vient me voir au centre de rééducation. Il me prend certaines muscles, il me prend des moules, il prend des mesures au niveau des mollets. Et au Axel, bout de... Oui. Axel, excuse-moi, est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu du micro? Ah, vous m'entendez pas? Ah, ben on t'entend mais difficilement. Donc là, ça va être nettement mieux. Je te laisse poursuivre. Ah, ok. Bah désolé, je n'avais pas bien entendu le début. Et donc là, l'orthoprothésiste me prend des moules et il me confectionne ce qu'on appelle un roller. Alors, je vais me reculer encore. Alors, un roller, ici, qui va pouvoir me permettre de pouvoir tenir mes chevilles à 90 degrés. Et donc, j'enfile ces releveurs, je me mets face aux barres parallèles et là, paf, j'arrive à me mettre debout. Puis tout de suite, j'arrive à faire un petit pas, puis un deuxième, puis un aller, puis un retour. Et puis vraiment, j'enchaîne les centaines d'allers-retours. Mais au bout de 2 ans, je sens que malgré tout, avec les barres parallèles, j'ai du mal et je n'arrive plus à progresser. Et là, le médecin me dit que potentiellement, je vais devoir poser une date de sortie pour continuer cette fois non plus la rééducation en centre de rééducation, mais à l'extérieur, en libéral. On pose donc une date de sortie qui est prévue pour dans 2 mois.
Durant ces 2 mois, j'essaye plein de choses. J'essaye de trouver des solutions, j'essaye d'adapter encore mes attelles, mais j'y arrive pas. Et puis finalement, je me rends compte que des barres parallèles, il n'y en a pas dans la rue, il n'y en a pas chez moi, il n'y en a pas dans les magasins. Et donc, je dois accepter le fait que je vais devoir sûrement me déplacer avec le fauteuil roulant. Mais 2 mois avant ma sortie du centre de rééducation, je décide d'aller voir le médecin pour lui demander de me mettre debout, essayer de me mettre debout, mais avec des béquilles. À ce moment-là, Gaëlle, je lui explique ça, elle me dit « Mais attends Axel, t'es fou, t'as déjà du mal à tenir avec les barres parallèles, et là tu veux te mettre debout avec des béquilles ?» Et là, je lui dis « Oui, je veux essayer. Je veux essayer pour ne pas avoir de regrets et vraiment le tenter en toute sécurité au centre de rééducation. » On va demander l'avis au médecin en chef de la rééduc. Finalement, il accepte. Donc Gaëlle va me chercher des béquilles. Je me mets face aux barres parallèles. Et là, paf, j'arrive à me mettre debout. J'arrive à me mettre debout et je sens que potentiellement, je peux tenir l'équilibre et être autonome avec ça. Finalement, le médecin décide de repousser ma sortie de 3 mois. Et durant ces 3 mois, j'ai réussi à adapter une marche pour que je puisse marcher en toute autonomie à peu près une centaine de mètres maximum avec mes béquilles et mes attelles. Quand je sors du centre de rééducation, il y a beaucoup de choses qui me reviennent en tête. Je me prends aussi le handicap en pleine figure parce que je comprends que finalement, je vais devoir vivre toute cette vie avec un handicap. Je vais devoir me réadapter dans chaque situation. Et surtout, je me dis, mais comment je vais donner du sens à cette nouvelle vie? Comment je vais me reconstruire? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir l'envie de me lever tous les matins? Parce que ma vie, moi, tournait autour de la moto et là, du jour au lendemain, je me retrouve, paf, en fauteuil roulant avec plus aucun objectif. Et donc là, je regarde un peu d'abord, comme tout le monde, quand on cherche quelque chose, je regarde sur Google, je tape sur Internet, handicap, est-ce qu'on peut conduire? Et ouais, une première question qui peut vous paraître simple, mais finalement qui est très importante, est-ce que je pourrais, malgré mon handicap, aller d'un point A à un point B en toute autonomie? Et là, je découvre que oui, il existe des voitures adaptées pour les personnes en fauteuil roulant. Ensuite, je tape handicap sport. Et là, je découvre un athlète qui m'a énormément inspiré, un athlète que sûrement vous devez connaître, non pas pour ses performances, mais pour ce qu'il a fait, c'est Oscar Pistorius. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il a tué sa femme. Alors je peux vous dire, ok, je vous rassure, il m'a pas inspiré sur le fait qu'il a tué sa femme, mais plutôt pour les performances sportives qu'il a réalisées. Parce que cet athlète, quand je l'ai vu faire des finales aux Jeux Olympiques, alors qu'il est double amputé de jambes et qu'il a fait des finales devant les valides, je me suis dit, mais waouh! Quand j'ai vu ce mec, je me suis dit, mais moi aussi, malgré le handicap, je peux devenir une nouvelle fois potentiellement un champion. Moi aussi, malgré ce qui m'est arrivé, je peux me reconstruire et potentiellement peut-être aller challenger les valides. Et là, quand j'étais petit, j'avais un challenge en moto qui était de pouvoir réaliser le Dakar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Dakar, c'est un rallye raid qui est le plus dur au monde, 10 000 km à parcourir sur presque 15 jours, avec des variants de température qui vont de moins 5 degrés à plus 45 degrés, des cailloux, du sable, de la chaleur, on ne mange pas, on ne dort pas, presque 800 km par jour, on est épuisé, et déjà juste terminer ce rallye en tant que valide, c'est déjà une énorme performance. Et là, je me dis, mais pourquoi pas réaliser cette fois ce challenge, non pas sur 2 roues, mais cette fois sur 4 roues en voiture. Et là, bingo, je me lance en 2018 le projet de réaliser le Dakar en voiture sur un buggy. Le projet que j'ai nommé #JePeux2020. Un projet qui a aussi du sens pour moi pour démontrer que derrière l'impossible se cache toujours un possible. Démontrer qu'on soit entrepreneur, étudiant, personne handicapée, mère au foyer, salarié, on peut tous avoir des problèmes dans notre vie, difficilement, mais on peut tous trouver le chemin pour rebondir. Et donc, je décide de lancer ce projet avec toute une équipe autour de moi. 25 personnes pour mener à bien ce projet, avec des mécaniciens, ingénieurs, copilotes, avec des porteurs d'eau, des logisticiens. Toutes ces personnes qui vont me permettre de pouvoir essayer déjà, premièrement, d'adapter mon véhicule afin que je puisse pouvoir conduire et performer face aux valides.
Pendant des mois, on essaye de trouver des solutions. On adapte des pédales au niveau du pied pour que je puisse conduire non pas avec les mains, mais avec le pied. On a adapté tout ça avec cette babouche qui est là, avec aussi une voiture automatique. Finalement, premier défi réussi déjà, rassembler ces 25 personnes et adapter ma voiture, réussi. Deuxième défi, pouvoir trouver le budget et rassembler tout ce budget pour partir au Dakar en 8 mois, réussi. Troisième défi, pouvoir terminer avant de partir au Dakar un premier rallye afin de démontrer que je suis capable de pouvoir participer à ce rallye et me confronter face au valide. Réussi en avril 2019, je termine mon premier rallye qui est le rallye du Maroc. Finalement, le 5 janvier 2020, nous sommes sur la première étape du rallye Dakar. Cette fois, je vais être dans la voiture non plus tout seul, mais avec un copilote. Moi, je conduis et le copilote à côté me donne les notes pour les dangers, il me donne les trajectoires. Je vais être non plus seul à prendre les décisions, mais nous allons être à deux. Un nouveau challenge pour moi, parce que dans ma carrière de sportif de haut niveau, j'ai toujours été tout seul à prendre les décisions. Et donc là, je suis aussi responsable avec François de prendre des bonnes décisions et je suis responsable des potentiels accidents qui peuvent arriver avec lui. Donc j'ai une nouvelle grosse responsabilité. Avec François, on décide de vraiment partir sur un rythme léger. On se dit que déjà terminer le Dakar, ça pourrait être exceptionnel. Finalement, on fait la première étape et on se rend compte qu'on est tout de même dans le coup, on se sent bien et on fait un premier top 15, puis un premier top 10, puis un second top 10, puis un top 5, un top 3, puis une première victoire d'étape, une deuxième. Et finalement, le 17 janvier 2020, on passe la ligne d'arrivée du Dakar en devenant la première personne handicapée au monde à gagner une catégorie sur le Dakar en voiture. Gagner la catégorie SSV standard. Un énorme challenge réussi pour moi et pour toute l'équipe qui m'a suivi dans ce projet. Finalement, 2 jours plus tard, le 19 janvier 2020, je retourne en France et dès mon arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, j'ai un coup de fil. J'ai un coup de fil pour me dire que cette fois, j'ai un nouveau challenge qui se présente à moi, mais non plus un challenge de quelques mois, mais un challenge pour la vie. Et ouais, le challenge d'être père. Le petit Oscar est arrivé, pas le temps d'attendre. Directement après d'être arrivé à l'aéroport, j'ai dû filer à la maternité. Et je peux vous dire qu'enchaîner un Dakar et la maternité, c'était pas chose facile. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette victoire, quand je reviens 10 ans auparavant, quand je suis sorti du centre d'éducation où je ne savais même pas si quelqu'un allait accepter mon handicap, si quelqu'un allait pouvoir construire une famille avec moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus belle des victoires. Aujourd'hui, avec tout ce parcours, cette histoire, j'ai appris une chose importante que j'aime partager avec vous, avec tout le monde sur les réseaux sociaux, en conférence, c'est la résilience. Aujourd'hui, ce que j'essaye de démontrer au quotidien, c'est que la vie peut être cruelle, certes, très cruelle, mais parfois vraiment généreuse à la fois. Je suis sans rancune la vie, j'ai appris la résilience et la résilience m'a appris à accepter ce qui est, sans colère. Car en acceptant, ça m'a permis de pouvoir continuer à avancer plutôt que de m'arrêter. Ça m'a permis de pouvoir continuer à rêver et à avoir des ambitions malgré ce qui m'est arrivé. Mais attention, accepter n'a rien à voir avec se résigner. Souvent, je dis, tu as le choix de vivre dans le passé, te dire que c'était mieux avant, qu'on ne pourra jamais changer les choses, mais en tout cas, tu ne pourras jamais accéder à l'autre choix qui est de croire que c'est possible. Dans 10 ans, avec la science, avec le travail, je l'espère, je remarcherai. Je redeviendrai valide. Vous savez, valide, courir, sauter, marcher main dans la main. Des choses simples, mais qui sont tout simplement la base de la vie de chacun d'entre nous. Merci. Merci beaucoup, Axel. Je vais me permettre de revenir dans le débat et de te poser les questions qu'on a sur le chat. Yes. La première, donc de Guylaine, qui dit que c'est une très belle histoire sur le dépassement de soi. Mais on pose la question, qu'en était-il de la douleur? Est-ce que c'était un frein à ta motivation? Alors, en effet, les douleurs n'ont pas été un frein, mais les douleurs sont vraiment toujours présentes.
des douleurs neurologiques, des douleurs au niveau du dos, à cause des plaques qui m'ont été posées. Mais aujourd'hui, j'essaye un peu comme tout le monde, hein, on essaye de passer outre, on essaye de penser à autre chose. Et le fait de me lancer ces défis, le fait d'être actif au quotidien, bah, me permet légèrement de pouvoir essayer de mettre de côté et d'oublier ces douleurs que de rester chez moi et attendre et souffrir. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être actif et de faire plein de choses, bah, parfois m'aide à atténuer ces douleurs qui sont vraiment au quotidien, la nuit, la journée, et qui sont parfois très, très fatigantes. Deuxième question, Axel de Nassira. Est-ce que tu as des troubles vésicaux et est-ce que tu te sondes? Alors oui, je me sonde. Alors pour ceux que c'est vrai que pour moi ça a été un énorme défi aussi hein, dans le Dakar parce que le Dakar il n'y a pas forcément d'hygiène, c'est très risqué voilà pour les sondages, il faut faire hyper attention et je pense que sur le Dakar j'ai dû vraiment prendre toutes les précautions pour vraiment ne pas attraper d'infection, pouvoir me sonder dans des si je peux dire bonnes conditions même si c'est en plein milieu du désert. Mais en tout cas, j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai fait du bon boulot parce que j'ai attrapé aucune infection. Et en tout cas, bah, ça a été un énorme défi de préparer tout ce côté-là aussi au niveau physique. Et donc. Alors, une autre question de Nassira. Elle dit elle pratique la natation, donc c'est le sport qu'elle a choisi après son accident. Elle demande si tu conseillerais d'autres sports en particulier. Dans ton cas? Alors, je dirais que moi, en tout cas, j'ai vachement aimé la natation. J'ai pratiqué la natation aussi, parce que j'ai pas pu raconter tout mon parcours. Mais après la rééducation, je me suis lancé dans la natation handisport où j'ai performé, j'ai fait championnat de France, championnat d'Europe, j'ai gagné plusieurs titres, tout ça. Et c'est un sport qui m'a vachement plu. Pourquoi? Parce que il n'y avait plus ce fauteuil roulant et j'avais l'impression d'être comme valide. Le fait de flotter, de ne pas avoir d'appareillage, me permettait vraiment de me sentir à l'aise et j'avais cette sensation de ne pas vraiment ressentir le handicap. Donc c'est pour ça que c'est un sport dans lequel je me sentais bien et que j'ai choisi. Après, les sports que j'ai pratiqués, que j'ai bien aimé aussi personnellement, c'est l'handiski. J'ai vraiment, vraiment aimé. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai passé vraiment des bons moments à la montagne en handiski avec des sensations qui peuvent être très proches des valides. Et après, moi, j'ai pas trop aimé par exemple, le basket fauteuil parce que je suis plus quelqu'un qui aime les sports individuels que les sports collectifs. Mais c'est un sport qui est très très bien aussi. J'ai pratiqué l'escrime, qui est excellent. J'ai fait du tennis fauteuil. Ce que je conseillerais, je dirais, voilà, c'est un sport dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel peut-être on a certaines facilités. Pour ceux qui sont pas trop aquatiques, je les conseille pas forcément d'aller dans la natation, mais plutôt d'aller sur des sports dans lesquels ils sont à l'aise avec le fauteuil, par exemple, comme le tennis fauteuil. Donc voilà, mais après chacun doit tester. Je pense que l'idée c'est de tester pas mal de sports et après choisir dans lequel on veut se lancer. Et c'est ce que j'ai fait juste après ma rééducation. Merci Axel. Une autre question, de Clémentine qui demande comment tu as ressenti le regard des personnes valides à partir du moment où tu étais en fauteuil. Alors, c'est vrai que au début, difficilement. Alors, il y a eu plusieurs phases parce que effectivement, quand j'étais en rééducation, on ne pense pas à l'après et on est tous dans un centre d'éducation avec des personnes qui ont tous un handicap plus ou moins lourd. Et en fait, le fait d'être avec ces personnes-là, on ressent pas le regard parce qu'on est avec des kinés qui sont habitués à voir toutes ces personnes handicapées. Mais quand on sort, effectivement, je trouve qu'il y a un choc qui est parfois difficile, un cap qui est parfois difficile à passer quand on sort du centre de rééducation. Où là, personnellement, moi, c'est pas de naissance, donc j'ai été valide et j'ai eu ce handicap. Et donc le fait de me retrouver en fauteuil, bah, le regard des gens a complètement changé. Là, les gens, chaque déplacement, chaque entrée dans un restaurant, les gens nous regardent. Alors, c'est vrai qu'au début, ça peut paraître difficile, mais après, franchement, personnellement, j'ai passé outre parce que je me dis que
la vie est tellement courte, tout ce que j'ai vécu, ça a été tellement atroce, comme d'autres personnes ont peut-être pu le vivre. Je suis pas le seul, mais en tout cas, je pense que quand on vit des atrocités comme j'ai pu avoir, on se dit que bah maintenant on est là pour vivre, quoi. Et comme on veut vivre, bah, on se dit que tant pis si les autres nous regardent bizarrement, on y va et tant pis si on nous regarde d'une drôle manière. J'ai un handicap et s'ils ont jamais vu de handicap, bah qu'ils me regardent, ils comprendront ce que c'est. Merci Axel. Je reviens sur ton expérience sur le Dakar. Il y a une question qui me paraît intéressante, c'est que quand on doit se sonder et qu'on a peut-être probablement aussi, et c'est lié des trous pour l'exonération des selles, comment tu as géré justement toute cette course en fait par rapport à ça? Bah moi après j'avais un rythme qui était calé depuis. En fait j'ai eu la chance, c'est que le Dakar se déroulait au Moyen-Orient et le décalage horaire n'était pas très conséquent, contrairement en Amérique du Sud où il y a des décalages de 6 voire plus. Là, il y avait 1 heure de décalage, donc finalement moi je vivais comme je vivais habituellement quoi là-dessus. Dans les bivouacs, moi j'avais le camion qui était adapté, un camping-car, enfin un camion camping-car qui était là pour m'escorter sur le bivouac dans le désert. Et après, bah voilà, comme je l'ai dit, les sondages en plein désert, je devais prendre des gants stériles, faire attention. Et une fois qu'on gère bien, qu'on prend toutes les précautions, en tout cas au maximum, bah je pense que ça peut aller. Après, en tout cas, on n'est jamais à l'abri d'une infection ou de ce genre de choses. Et le pire, c'est quand le temps est très compté. On n'avait que 15 minutes de pause par jour. Enfin, 15 minutes tous les 300 km, ce qui fait pas beaucoup. Entre mettre l'essence, manger, se sonder, et se détacher et se rattacher. C'était plutôt ça qui était vraiment compliqué pour moi. Je devais tout mon matériel avant d'arriver à l'arrivée de la spéciale pour tout préparer et être prêt à me sonder et après repartir. Donc, je pense que en étant organisé et en trouvant les solutions, on peut échapper à tout problème. Merci Axel. J'ai encore une question par rapport à ton quotidien de sportif. Combien tu peux marcher de kilomètres par jour? Alors, je peux marcher entre 2 et 3 kilomètres en béquille et avec mes releveurs. Ici. Donc c'est quand même très important. C'est quand même très important, mais attention, je ne marche pas forcément tous les jours en béquille avec les attelles. Quand il y a des longues marches, je préfère me préserver parce que j'abîme énormément mes genoux, mes épaules. Donc, je suis quand même pas mal en fauteuil roulant. Alors, suite justement à cette problématique de course, j'ai Nassira qui demande s'il est possible de courir avec des attelles et au niveau des chaussures, qu'elles soient neuves ou usées, elle ressent des douleurs et du coup, elle voulait savoir s'il y a des astuces pour trouver peut-être des chaussures qui correspondraient au sport. Difficile, franchement, c'est difficile à dire. C'est vrai que moi, j'utilise certaines chaussures certaines marques, je dois les essayer avant pour voir si la semelle ne va pas être trop dure, trop molle, si le talon n'est pas compliqué pour moi marcher. Enfin, vraiment, ça, c'est un ressenti qui est plus personnel. Mais pour les douleurs, ça, j'ai pas de remède, malheureusement. Alors, pour en finir aussi sur la partie sportive, j'ai encore une question de Cécile qui te félicite d'abord pour ta victoire au Dakar et qui demande quel est le prochain défi. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu as évoqué le fait que Coloplast était engagé énormément dans l'environnement. Et moi, je monte un nouveau projet qui s'appelle #GoGreen 2024. Alors, je ne sais pas si je me trompe, j'arrive pas à faire voir. Voilà mon logo. Donc, en fait, l'idée, c'est que je puisse performer sur des véhicules à énergie renouvelable à horizon 2024 et notamment gagner le Dakar sur un véhicule électrique ou hydrogène. Et à côté de ça, j'ai un objectif de planter 100 000 arbres à horizon 2024, que ce soit avec mes partenaires qui m'accompagnent et mes conférences. L'idée, c'est que je puisse replanter, que ce soit dans ma région ou là où je vais aller rouler. Je pense que je suis quelqu'un qui est conscient de l'environnement. J'ai envie de faire des actions, j'ai envie d'impliquer les gens dans mon défi. Et ce beau projet vient de se mettre sur pied et j'ai vraiment hâte de pouvoir le partager bientôt sur les réseaux sociaux.
Une question, je reviens un petit peu sur la problématique qui peut être liée sur l'exonération des selles. J'ai quelques personnes là qui se demandent justement comment tu pratiques. Est-ce que tu utilises par exemple le Péristine, puisque j'ai quelqu'un qui me demande si tu en as entendu parler. Moi, j'utilise pas ce genre de choses parce que j'ai encore les abdos en bas, donc j'ai pas forcément de problème à ce niveau-là. Donc je pourrais pas malheureusement pas vous répondre et dire je ne connais pas du tout. Bon, mais écoute, voilà. C'est une réponse. Je me sonde, mais c'est tout. Alors, pareil, ouais. On devine bien, Axel, la pièce dans laquelle tu es. J'ai une question qui est vraiment très pertinente sur le domicile. Est-ce que tu as tout réaménagé chez toi et quelle aide financière de l'État as-tu eu? J'ai rien eu. C'est compliqué. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a ce problème d'adaptation. J'ai la chance d'avoir une maison qui était avant mon accident déjà à peu près adaptée. Et après, j'ai adapté un peu à ma façon avec des planches de bois, par contre, le monte-escalier, ça, j'ai dû le faire monter obligatoirement. Mais le reste, ça reste vraiment du bricolage adapté pour moi, me déplacer facilement dans la maison personnellement. Et je pense que ce que j'ai adapté ne correspondrait peut-être pas à quelqu'un d'autre. Une question, je pense qu'on se la pose tous, c'est sur la vie sexuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un accident, en effet, les fonctions sont impactées. Donc, quelle a été, toi, ta reprise, puisque tu as parlé de ton couple? Moi, j'ai récupéré au bout de 3 semaines. J'ai eu cette chance. Alors, il faut savoir que dans la colonne vertébrale, il y a plusieurs systèmes nerveux. Il y a le système, effectivement, pour sonder, le système sexuel, si je peux dire. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer ce système 3 semaines après. Et quand j'étais en éducation, je me souviens, le médecin en chef de la rééducation, il m'avait dit que comme j'avais récupéré rapidement à ce niveau-là, peut-être que j'aurais pu à long terme récupérer la vessie. Voilà, ça fait 10 ans, j'ai toujours pas récupéré ma vessie. Mais en tout cas, c'était c'était de bon augure. Et j'ai eu la chance de récupérer rapidement. Et du coup, j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème à ce niveau-là et de pas faire tout le processus que peuvent faire certaines personnes en fauteuil pour avoir un enfant. Pareil, je ne connais pas forcément là-dessus parce que j'ai pas utilisé et j'ai eu la chance, heureusement. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on peut trouver, c'est bizarre parce que on peut trouver des paraplégiques qui ont totalement récupéré comme moi. On peut trouver des personnes qui sont presque valides et qui n'ont pas récupéré. On peut trouver des tétraplégiques qui ont récupéré. Vraiment, c'est vraiment aléatoire et c'est vraiment important de savoir qu'il y a 2 systèmes. C'est pas parce qu'on n'a pas la vessie qu'on n'a pas le problème sexuellement et inverse finalement. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux différentes zones de sensations. Nassira demande si tu ressens la sensation de devoir aller aux toilettes, que ce soit pour l'urine ou que ce soit pour les selles. Au début, non. Mais au bout de, je dirais 2 ans, 3 ans, ça commençait à revenir. Et au bout de, 10 ans, ça fait quand même 10 ans mon accident. Au bout de 10 ans, même si je dirais qu'on ne ressent pas comme avant, je ressens quand même que j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est quand même quelque chose qui le corps s'adapte à cette nouvelle situation. Et du coup, je sens que je dois aller me sonder. Et parfois, par contre, ça m'arrive. Je me dis que je dois pas que je dois me sonder, que j'en peux plus, que je dois aller aux toilettes et je dois pas du tout me sonder en fait. Je devais pas aller aux toilettes. Ça peut arriver, c'est vrai. D'accord. Mais c'est pour ça qu'on a, en tout cas, comme toutes les personnes paraplégiques, des horaires à respecter au cas où. Et c'est vrai que quand il y a un décalage horaire, tout ça c'est chamboulé et c'est compliqué. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce Dakar qui a été sur le même créneau horaire, ce qui m'a facilité beaucoup de choses. Alors une question, j'en reviens au sport, hein, c'est Stéphane qui nous demande, tu as dit dans ta on va dire ta carrière sportive que tu t'abîmais les genoux ou les épaules en marchant tout à l'heure. Qu'est-ce que tu entends par s'abîmer les épaules et les genoux? J'entends par le fait qu'aujourd'hui je marche avec seulement les quadriceps dans mes jambes. C'est seulement 20% des muscles de toutes les jambes. Et finalement, je marche toujours ce qu'on appelle, c'est un mot technique, en
récurvatum. Alors, c'est-à-dire, je suis toujours appuyé sur mes os finalement. Et donc, du coup, à force de toujours être sur mes os, ça les abîme, ça les use. Et ça peut créer vraiment de l'arthrose et beaucoup de problèmes. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dois faire attention à ne pas marcher des kilomètres et des kilomètres. Et aussi au niveau des épaules, le fait de mettre beaucoup de force sur les bras, ça abîme mes épaules. Forcément, je supporte mon poids, hein, comme une personne qui pousse son propre poids. Bah, ça prend beaucoup d'énergie et ça peut paraître, voilà, sur 20 ans, c'est énorme finalement. Se transférer chaque jour avec ses bras, pousser le fauteuil avec ses bras, se lever avec ses bras. On fait plus la totalité des choses au quotidien avec nos bras. Donc ça, c'est au fur et à mesure, ça prend du jeu, ça s'abîme, on a des tendinites et il faut préserver tout ça. Alors, on a pour finir une dernière question et ça rebondit un petit peu sur tout ce que tu viens de dire donc de marcher, de porter. Comment se passe ta vie de papa? Bah écoute, elle se passe bien. J'ai adapté mon quotidien en fauteuil. C'est pas une question que je me suis posée, à laquelle que j'avais peut-être peur ou pas. Franchement, je l'emmène partout. Il adore venir sur le fauteuil. Il adore jouer avec mon fauteuil roulant. Donc, non, c'est quelque chose qui se passe très bien. Après, peut-être quand il marchera, là, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour le rattraper ou ce genre de choses. Mais voilà, on gère bien et pour l'instant, il y a aucun problème. Et je sens pas un frein, en tout cas dans mon handicap, mis à part le fait que je ne peux pas marcher avec lui sur mon dos parce que je suis en béquille, donc je le prends en fauteuil, quoi. J'ai une petite annotation de Pierre. C'est intéressant parce que dans le milieu du handicap, te considères-tu comme un borgne au royaume des aveugles? C'est-à-dire que par rapport à tout ce que tu n'as pas perdu, finalement, est-ce que tu n'es pas privilégié par rapport à ça? C'est-à-dire, j'ai pas trop saisi la question. Alors, c'est-à-dire que par rapport à certaines personnes paraplégiques qui ont perdu beaucoup plus Ouais. que toi, finalement, est-ce que tu te considères aujourd'hui plutôt content? Ouais. Ah complètement. De toute façon, je pense que chacun d'entre nous, quand on arrive dans un centre de rééducation et qu'on se retrouve en fauteuil roulant face à des gens qui, eux, sont tétraplégiques, qui ne peuvent communiquer seulement qu'avec les yeux. J'ai des amis très proches qui ont des accidents de moto qui sont dans ce cas-là. Aujourd'hui, je peux me sentir que ça peut paraître bizarre de dire ça à des valides, mais face à des personnes handies, non, ça peut paraître pas bizarre. Mais ouais, on est chanceux. Enfin, en tout cas, je suis chanceux, moi, de pouvoir marcher complètement. Je suis chanceux de pouvoir me remettre debout. Je suis chanceux de pouvoir faire du buggy, de pouvoir faire du vélo parce que j'ai adapté des choses complètement. Et chacun voit après, à son niveau, la chance. Voilà. J'ai un copain tétraplégique. Lui, il se sentirait tellement chanceux de pouvoir récupérer un bras et pouvoir téléphoner, taper sur un clavier. Ça peut paraître fou, mais ouais, à ce niveau-là, je pense que quand on rentre dans un centre de rééducation, qu'on découvre tous les types de handicap, la notion de ce qu'on a perdu reprend toute une autre dimension. Une dernière question, Axel, et après, malheureusement, on va garder les questions restantes peut-être pour un prochain webinaire. J'ai Thomas qui dit « Tu as noté des améliorations donc qui sont apparues naturellement. » Alors, sa question, c'est est-ce que tu les as constatées au bout de 2 ans, 3 ans ou 4 ans, puisque lui, ça fait 4 ans et il garde encore espoir. D'accord. En fait, je pense que Thomas, je connais pas ta lésion, je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé exactement, mais c'est difficile dans notre cas de garder espoir, de continuer à se dire que peut-être on pourra remarcher, récupérer, parce qu'on a tous des lésions différentes. En tout cas, c'est clair, quand on a une section de la moelle épinière, on peut faire le deuil, parce que là, on ne récupérera jamais. Mais ceux qui ont eu une compression et qui ont eu, comme moi, la moelle épinière qui n'a pas été sectionnée, on a toujours cet espoir de pouvoir récupérer un petit peu un jour, que ça se réveille. C'est déjà arrivé à certaines personnes. Hein. On a tous, j'ai entendu beaucoup d'expériences de chirurgiens ou de médecins qui m'ont expliqué que parfois ça se réveillait 10 ans après.
Mais en général, voilà, moi, pour mon cas, j'ai eu un énorme step au bout de 3 semaines, au bout de 6 mois, au bout de 1 an et demi, je dirais. Et ensuite, ça s'est calmé. Et par contre, là, je dirais, au bout entre la 5e et la 10e année, je n'ai pas forcément récupéré au niveau des muscles, même pas du tout. Mais je dirais qu'au niveau du ressenti, la moindre petite sensation est dorénavant plus palpable. Donc je pense pas que j'ai récupéré, mais j'ai un ressenti de mon corps qui est beaucoup plus sensible et du coup j'arrive à sentir des petites choses. Par exemple, on parlait de la vessie tout à l'heure, qui reviennent par rapport à au début de ma rééducation, au début de mon accident. Écoute, je te propose. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. N'hésitez pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah. Je pense qu'alors, attends. C'est difficile parce que. Allez, une dernière comme ça. Est-ce que les professionnels de santé qui te suivent pensent que tu peux encore récupérer des fonctions et encore progresser justement? Ils ne savent pas dire malheureusement. Donc c'est vrai que ça reste une interrogation vraiment complète. Et donc c'est difficile de garder espoir dans ces cas-là, mais j'espère qu'un jour, on parle beaucoup de neurostimulation, on parle beaucoup d'évolution à ce niveau-là, donc j'y crois. Et il y a 10 ans, quand j'ai eu mon accident, je m'étais dit dans 10 ans, je remarcherai, on aura trouvé la solution scientifiquement. Certes, je remarche, mais pas dû à la science. Et là, je me dis que dans 10 ans, j'espère, on aura trouvé enfin la solution pour réparer les lésions de la colonne vertébrale des blessés médulaires. Merci beaucoup, Axel, pour l'intervention. Et puis, écoutez, je vous propose de passer à la... Merci à vous. Et puis, je vous quitte avec ce trophée du Dakar que j'ai ramené et que je voulais vous partager. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur mes réseaux sociaux, Axel Alétru, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Je ne manquerai pas de pouvoir vous guider, vous aider si vous avez certaines choses à me demander. Ça sera un réel plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Axel. Très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Bien, nous allons passer sur la seconde partie de ce webinaire sur les idées reçues sur la pratique de l'autosondage. Donc, nous allons vous poser quelques questions et donc vous allez voir sur la partie chat, vous avez un petit onglet qui s'appelle sondage et on va vous demander d'y répondre. Les questions, le temps pour les réponses au sondage, c'est à peu près 1 minute. Donc, la première question qu'on vous pose, c'est vrai ou faux? Il n'y a pas de fréquence minimale de sondage. Donc, vous pouvez aller y répondre sur la partie sondage. Voilà, une petite minute de sondage en attendant que tout le monde vote. Si tout le monde est rapide, normalement, on doit pouvoir avoir les résultats un petit peu avant. Alors, il n'y a pas de fréquence minimale de sondage. C'est faux, en effet, c'est faux à 70%. Alors, tout ce qu'on va vous présenter comme résultat par la suite sont vraiment non pas des inventions de notre part, mais des choses complètement validées par des médecins. Et donc, c'est faux, bien sûr. Il y a une fréquence minimale de sondage à respecter. Et les préconisations actuelles font état de 5 à 6 sondages par jour de façon quotidienne, mais peut-être des sondages peut-être un petit peu plus fréquents dans des cas particuliers. Donc, bien sûr, si vous buvez plus, donc notamment par exemple l'été, ça peut être augmenter le nombre de sondages. Si vous pratiquez une activité sportive, puisque vous sollicitez bien sûr vos reins davantage, et dans le cas d'urine sale et malodorante, ce qui fait que la fréquence de sondage va réduire le risque justement d'infection.
Alors, deuxième question. Vrai ou faux, il n'y a pas de risque à ne pas respecter la bonne fréquence de sondage. Il n'y a pas de risque à ne pas respecter la bonne fréquence de sondage. Faites attention à la question. Donc, le sondage est lancé sur la partie sondage. Et dès qu'une majeure partie d'entre vous aura répondu, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser aussi sur le chat en attendant. Alors, on va bientôt avoir les réponses. Alors, 86% faux. Et oui, en effet. Bon, c'est rassurant quand même de savoir que tout le monde est bien au fait sur cette question-là, puisque bien sûr, il y a des risques à ne pas respecter la bonne fréquence de sondage. Donc, bien sûr, la stagnation d'urine qui peut entraîner une prolifération des bactéries, des fuites aussi par regorgement et bien sûr donc des infections urinaires. Donc, c'est très important à respecter bien évidemment la fréquence de sondage. Alors, dernier quiz. Vrai ou faux, l'autosondage doit respecter la technique dite aseptique. Voilà, le sondage est lancé. Vous pouvez commencer à y répondre. Peu de temps avant la clôture. Alors, vrai à 64%. Alors, on va arriver bien sûr sur la réponse. Non, le consensus médical dit qu'il ne faut pas une technique aseptique, il faut une technique propre. Donc, voilà un petit peu le mode opératoire, c'est-à-dire que la toilette, une fois par jour, suffit. La toilette intime, elle n'est pas obligatoire avant chaque sondage et surtout, bien sûr, ne pas utiliser d'antiseptique puisque ça détruit au bout d'un moment le méa. Et un lavage des mains, donc à l'eau et au savon. Donc le plus important, et ça c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant par de plus en plus d'urologues et de médecins rééducateurs, le plus important c'est vraiment le geste du sondage. Alors, voilà, je vais regarder si on a des questions par rapport à ça, par rapport à tout ça. Des questions produits, donc alors non, que retenir, on va déjà passer sur que retenir. Ça, c'est vraiment les choses qui sont importantes. Ça va avec les idées reçues aussi parfois, mais c'est vraiment le sondage peut être pratiqué n'importe où, hein, donc même quand vous n'avez pas forcément de toilette à côté ou de set de sondage. Boire régulièrement, et ça je pense que ça reste une base pour tout le monde, donc 1,5 litre par jour. 5 à 6 fois par jour, c'est vraiment le rythme idéal du sondage, voire plus en fonction des situations comme on l'a vu tout à l'heure. Ça c'est aussi pour respecter justement votre vessie et faire que le volume ne soit pas trop important, bien sûr. Donc, si vous voyez qu'à chaque sondage, il y a plus de 400 ml d'urine, ça peut être intéressant d'augmenter le nombre de sondages. Et vraiment, on insiste là-dessus, et ça, tous les médecins maintenant le disent, c'est que vraiment, ce qui est important, c'est le rythme, c'est-à-dire le plus important, c'est en effet de se sonder, même avec sans possibilité de faire donc une toilette des mains.
D'accord? Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai que tous nos produits, alors j'essaierai de répondre à quelques questions produits après, mais tous nos produits répondent, on va dire, connaissez la pyramide de Maslow, vous avez le besoin de base qui est le besoin de vidanger sa vessie, et Dieu merci, je pense que toutes les sondes maintenant vous apportent au moins ce service minimal. Et c'est vrai que nous, on a eu le grand honneur de mettre à disposition vraiment des produits qui répondent aussi à d'autres besoins finalement, qui sont la facilité, comme vous pouvez le voir, l'hygiène, la discrétion. Donc toute la gamme Speedy 4 Compact que vous pouvez voir juste au-dessus. À ce titre, je réponds à une question, je vois une question de Catherine ou de Nassira. C'est difficile de vous répondre sur la partie produit. Écoutez, en tout cas, on note vos questions, et puis si c'est le cas, on n'hésitera pas à revenir vers vous après le webinaire, ça y a aucun souci. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment là pour parler pas des produits, mais des techniques, voilà, enfin de voir Axel et partager cette belle histoire, et partager un peu, balayer ces idées reçues qui peuvent être malheureusement de temps en temps un frein à l'autosondage. Je passe après. Voilà, donc les questions. Alors, je regarde, mais très rapidement. Donc, on va garder certaines questions pour Axel, et éventuellement, on y répondra après. Ce webinaire vous sera de toute façon diffusé sur les adresses mail sur lesquelles vous vous êtes connectés. Comme ça, si jamais vous voulez un petit peu vous en inspirer et revoir, ou même le partager par la suite, écoutez, c'est un très bel outil pour continuer à partager on va dire la bonne parole sur la pratique de l'autosondage, et puis le fait que les expériences de vie peuvent être tout à fait positives, même si elles ne sont pas sans difficulté, bien évidemment, comme vous l'avez compris après l'intervention d'Axel. Alors, je profite des quelques minutes restantes, c'est que nous, on aimerait bien vous revoir, bien évidemment, et ce qui serait intéressant pour nous, c'est si vous pouviez nous partager sur le chat éventuellement des suggestions, des thématiques que vous voudriez voir abordées peut-être la prochaine fois. Donc, comme ça, on pourrait aller sur des domaines qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui vus, ou des problématiques qui vous préoccupent aujourd'hui. Donc, je vous laisse quelques secondes ou quelques temps, en tout cas, pour répondre sur le chat. Et donc tout ça, on en fera notre fin de webinaire, et notre besace pour différents webinaires qu'on pourra, et d'ailleurs qu'on organisera dans le futur. Alors ça, c'était des exemples, bien sûr, de thématiques, mais vous êtes tout à fait libre de nous proposer les vôtres. Souvenez-vous que Coloplast reste disponible. Bien sûr, on a un service relation utilisateur, donc pour les conseils techniques produits, bien sûr. Donc ça, c'est important. On a un numéro vert. On a aussi le site Coloplast sur lequel vous pouvez aller. Parfois, c'est plus simple que d'appeler. Écoutez, n'hésitez pas à contacter l'équipe si vous avez des questions particulières concernant les dispositifs médicaux que vous utilisez. Notre expertise s'arrêtant à nos produits, bien évidemment, et pour tout ce qui est médical, n'hésitez pas bien sûr à contacter un professionnel de santé. Voilà, je tenais à vous remercier, puisque ce webinaire va sur sa fin. On est un tout petit peu en avance, mais voilà, ça va s'arrêter ici. Donc vraiment un grand merci à Axel, qui a accepté de témoigner de son expérience de vie, pas son espérance de vie. J'espère qu'elle sera longue. À vous aussi, et à toute l'équipe Coloplast, parce que vous le voyez peut-être pas, mais je suis tout seul dans une salle derrière mon ordinateur, mais en fait ils sont 10 à côté. Je suis pas réellement tout seul, en fait. Voilà. Donc merci à eux pour cette première expérience. Pour nous a été très riche. Techniquement, elle s'est bien passée, donc tout va bien. Et puis, écoutez, on espère vous retrouver pour la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.